Bonjour tout le monde et bienvenue à la première séance de notre nouvelle série. C'est Carrières sous les projecteurs et aujourd'hui on va parler des carrières en politique. Donc moi je m'appelle Khadija, je serai la modératrice de cette séance. J'aimerais d'abord souligner que je suis ici que je suis ici à Toronto. C'est c'est le territoire traditionnel de plusieurs pays, de plusieurs peuples autochtones, y compris les Mississaugas of the Credit, les Haudenosaunee, les Hurons-Wendat et les Métis. Et ces peuples autochtones vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux. Et alors, je vous encourage toutes et tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses dans la langue de votre choix. Vous pouvez voter pour les questions que vous voulez poser en cliquant sur le bouton Thumbs up. Prochaine diapo. Et aujourd'hui, on va parler sur surtout les carrières en politique. Qu'est-ce que les professionnels qui travaillent en politique, qu'est-ce que eux ils font, les compétences et qualifications. Et on a aujourd'hui aussi parmi nous Catherine Charbonneau et Reda Maroufi, qui vont aussi parler de leur expérience en travaillant en politique au GC. Prochaine diapositive. Et donc comme on a mentionné, tous les microphones et les caméras des participants sont désactivés. Veuillez utiliser le bouton Q&A pour poser des questions. Cette session se déroulera uniquement en français. Il y avait aussi une session il y a déjà une heure qui était en anglais et ces deux séances seront publiées sur notre chaîne YouTube. Du coup, vous pouvez voir l'enregistrement bah, dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube. Prochaine diapositive. Et comme moi j'ai mentionné, moi je m'appelle Khadija, je travaille actuellement au RJFF. Mon titre c'est conseillère en politique. En fait, je fais pas beaucoup genre en politique au RJFF, mais dans mon ancien poste, je travaillais en élaboration de politiques et en affaires réglementaires et je suis heureuse aujourd'hui d'animer cette discussion. Et prochaine diapositive. Les, o- les, o- les objectifs d'apprentissage, on va parler des parcours en politique. On va comprendre un peu plus ce qu'on fait genre à la quotidienne, quels sont les rôles, les compétences nécessaires, des qualifications. Et on va aussi, on va aussi entendre l'expérience de quelques fonctionnaires. Les prochaines diapositives. Et voilà, on a Catherine et Reda. Et je vous invite à vous présenter d'abord. Vous, Catherine. Oui, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici, puis merci de l'invitation. Je vais commencer par me présenter. Présentement, je suis la directrice de l'initiative du greffier de la communauté des politiques. C'est une initiative transversale qui regroupe tous les ministères dans la fonction publique. Puis, en fait, c'est une communauté comme le réseau des jeunes professionnels qui soutient, dans le fond, le développement et les écarts d'apprentissage et puis qui amène un peu de l'innovation dans les politiques, les pratiques d'innovation.
Donc, moi, je veux juste parler rapidement mon parcours atypique. Ça fait 18 ans, presque 19 que je suis dans la fonction publique. Chose particulière pour moi, c'est que j'ai toujours créé mes postes dans la fonction publique. En partie, j'ai commencé mes premières années à travailler dans les mesures de performance et puis la planification stratégique au niveau corporatif. Et j'étais une rare analyste politique à l'intérieur de personnes qui travaillaient en gestion de ressources humaines, parce que mon défi et mon travail, c'était de faire des analyses de programmes en pleine évolution, émergence et des impacts que ça aurait sur l'orientation du ministère. Donc, j'ai travaillé là-dedans. Ensuite, j'ai travaillé pour les relations fédérales, provinciales, territoriales pour supporter un ministre. J'ai travaillé dans les relations avec les bureaux des ministres dans ce poste-là et aussi dans l'organisation de rencontres de ministres et de plans de travail et de groupes de travail. J'ai siégé de ces groupes de travail-là aussi. Et finalement, j'ai travaillé, avant ça, j'ai évolué, j'ai créé ma propre boîte de consultation interne où j'ai travaillé dans l'innovation des politiques pour un lab d'innovation sociale à l'intérieur du ministère de l'Emploi et Développement social, qui était le lab d'innovation d'ISDC. Et j'ai mis sur pied toute des opérations de conception politique à travers le ministère et un portefeuille de plusieurs projets, multiples projets, pour avancer en fait la connexion entre le service et la mise en œuvre de politiques stratégiques. Donc, c'est le parcours que j'ai aujourd'hui. Puis là, je vais parler rapidement des carrières dans le gouvernement du Canada. Euh, En fait, c'est pas une surprise, je pense, pour personne, mais c'est la réalité de ce groupe de travail-là. La majorité des gens se retrouvent dans la catégorie, dans le groupe occupationnel des EC. Par contre, on brise et on démystifie le fait qu'il y a aussi plusieurs praticiens des politiques qui œuvrent dans d'autres classifications, surtout dans la mise en œuvre de politiques. Parfois, ça peut être des IS, des PA, des PM également. Mais je te dirais que 80 des gens se retrouvent dans la classification des EC. Point de vue, les attentes, si on veut, de ce poste-là, c'est souvent des postes qui requièrent une certaine spécialisation ou une expertise en économie, en sociologie ou en statistique, ou certains domaines connexes, mais majoritairement économie, sociologie et statistique. Ça prend toujours un diplôme d'études postsecondaires qui est requis pour les postes EC. Et puis, j'ai hâte de parler avec vous des différents domaines de politique au sein du gouvernement, mais je vais quand même faire un survol rapidement. L'élaboration des politiques stratégiques, ça, c'est souvent dans les équipes qui travaillent à travailler dans les budgets ou autres mandats. L'évaluation des politiques et des programmes, des mesures de rendement, ça, c'est souvent les gens, on appelle ça grant and contribution, mais c'est souvent les gens qui travaillent dans des contributions et aussi en la mise en œuvre de politiques stratégiques. Il y a aussi les affaires législatives et réglementaires. Ça se joint, c'est aussi un type d'intervention, un type d'outil, d'instrument utilisé dans le développement de politique et on a besoin beaucoup d'analystes et de conseillers dans ce domaine-là et d'expertise de terrain. Et dans la conception de programme, ça veut dire de passer à une idée stratégique avec une autorité pour pouvoir intervenir dans ce domaine-là, à traduire ces orientations stratégiques-là avec une mise en œuvre. Et ensuite, on a les politiques opérationnelles. Donc, ça, c'est toutes les politiques qui peuvent être des politiques internes ou du service comme des secrétariats à la gouvernance, ça peut être toutes sortes, en fait, de micro-politiques, si on veut, politiques avec un plus petit p. Il y a énormément d'emplois aussi dans ça, point de vue gestion des parties prenantes et tout ce qui est relationnel, facilitation. Il y a beaucoup, beaucoup de programmes là-dedans. Et ça laisse la place, en fait, je pense, à une belle place pour Reda pour la prochaine diapo. Super, merci beaucoup Catherine. Premièrement, je vais commencer par m'introduire très rapidement. Je m'appelle Reda Bourgeois. Mes pronoms sont il et lui. J'occupe présentement le poste d'analyste principal des politiques au sein du secrétariat des affaires intergouvernementales ici au bureau du conseil privé. Et en fait, le mois prochain, ça fera déjà un an que j'ai rejoint le ministère, alors je suis super excité.
Avant de joindre le BCP, j'ai aussi travaillé à Relations couronne autochtones et Affaires du Nord Canada pendant 3 ans. J'ai également travaillé à Affaires mondiales Canada pendant quelques années et aussi au secrétariat du Conseil du Trésor où j'ai touché un peu à tous les domaines, que ce soit les affaires du cabinet, les traités modernes, la cybersécurité, le domaine consulaire, la gouvernance ouverte qui est toujours une priorité pour le gouvernement et aussi les tendances géopolitiques en Afrique australe et de l'Est. Alors, une très bonne question ici que vous pouvez voir sur la diapositive. Que font les professionnels de la politique? Alors, travailler comme professionnel de la politique, c'est un peu être comme un conseiller de l'ombre. On travaille beaucoup dans les coulisses. On aide les hauts dirigeants et les ministères à prendre de bonnes décisions. On ne prend pas les décisions nous-mêmes, mais on leur fournit les faits, les options, les risques surtout. Et on essaie toujours de voir tous les angles pour que les décisions soient bien réfléchies et efficaces. Aussi, on travaille souvent sur des enjeux très complexes comme le logement, l'économie ou la santé. Et on doit toujours penser aux impacts des politiques sur les Canadiens et les Canadiennes, mais aussi sur les provinces, les territoires, les communautés autochtones et sur l'ensemble du pays. Alors, dans mon cas, à moi, je travaille au bureau du conseil privé. C'est l'un des organismes centraux qui appuie le premier ministre et le cabinet. Et je pourrais vous en dire un peu plus à ce sujet tout à l'heure. Mais dans mon contexte, à moi, ça veut dire que je ne me concentre pas sur un seul programme ou un seul ministère. Mon rôle, c'est plutôt d'avoir une vue d'ensemble de ce que le gouvernement essaie de faire dans son ensemble. On regarde comment, d'une part, les différentes politiques et initiatives s'articulent entre elles, mais aussi on essaie toujours de savoir si elles sont bien alignées avec les priorités du moment et si elles tiennent la route à la fois sur le plan politique et opérationnel. On joue aussi un rôle de lien entre les ministères. Par exemple, si un ministère propose un changement législatif, notre travail, c'est de voir si, un, il est réaliste, de deux, s'il respecte les codes existants et s'il s'intègre aussi très bien avec ce que font les autres ministères. Grosso modo, on essaie toujours de faire en sorte que les choses avancent dans la bonne direction de façon cohérente, réfléchie et efficace. Et j'ai bien hâte d'en discuter davantage tout à l'heure. J'adore, Reda, ce que tu dis par rapport aux conseillers de l'ombre. Je trouve que c'est super bien articulé parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail de praticiens, praticiennes des politiques que j'appelle ça comme la colle qui permet une prise de décision efficace et pertinente pour les preneurs de décision. Puis il y a énormément à étoffer qu'on peut discuter aujourd'hui. Ça m'amène un peu à parler, construire, en le fond, les différentes qualifications et compétences. Puis ça, il y a des choses classiques en tant qu'analyste des politiques qu'on va s'attendre des différents professionnels, comme une bonne maîtrise, d'être capable de bien articuler ses idées à l'écrit et de bien présenter euh, les considérations, comme Reda l'a dit, les risques, les considérations, les options. Quand on parle de compétences en présentation, c'est aussi une capacité à s'adapter et à s'ajuster au leadership de son organisation parce qu'il y a des attentes concrètes de la manière qu'on écrit, mais il y a aussi des nuances. Donc, c'est important aussi de bien comprendre ça et de pouvoir s'adapter. La rédaction des rapports et des propositions, on travaille sur, comme Reda l'a mentionné, la recherche. La recherche, ça peut être des orientations politiques des différentes parties prenantes, telles les provinces ou les différents ordres de gouvernement. Ça peut être différentes parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre. Ça peut être plusieurs réponses à des sondages ou à des données qui sont recueillies de façon administrative. Il faut être capable de non seulement recueillir plusieurs points de vue et plusieurs informations, mais de les synthétiser. Et ce n'est pas seulement que les outils d'intelligence artificielle qui doivent faire ce travail. Il y a vraiment une responsabilité humaine à pouvoir décortiquer et ressortir les faits saillants de ces analyses-là.
l'interprétation des lois et règlements. Il y a toujours motivation à comment une loi, une règle a été écrite et quand on est dans une situation de mise en œuvre, il y a des zones grises ou des zones émergentes du contexte ou de l'écosystème qui apparaissent. Donc, c'est super important d'être à l'affût et d'être constamment dans une position de bien comprendre les lois qui nous encadrent et les règlements qui encadrent le travail dans lequel on évolue. La recherche et l'analyse, ça rejoint les points que j'ai dit un peu plus tôt, comme aussi la rédaction des documents d'information. On est habitué à entendre notes de brefage, mémoire au cabinet, propositions budgétaires. C'est souvent des gros termes qu'on utilise et qui souvent l'information est véhiculée par ça, mais il y a aussi les decks, je parle les présentations, c'est aussi de plus en plus recherché, mais il y a aussi, j'ai juste le terme placemat, là, j'ai comme un blanc de mémoire, mais des espèces de visuels qui nous permettent d'avoir toute l'information en un seul coup d'œil. Donc, il y a plusieurs documents d'information qui font partie du travail d'analyste, de praticien. Et la pensée analytique, la résolution de problèmes, l'anticipation des risques, tout ça, ça se rejoint. Je te dirais que ce que je vois pas, mais qui est là nécessairement, comme je l'ai dit tantôt, le travail relationnel est hyper important pour un analyste ou pour un praticien des politiques. On ne travaille pas en silo, on travaille constamment avec différents ministères, avec différentes parties prenantes, avec différents ordres de gouvernement. Donc, c'est quelque chose d'hyper important à bâtir. Mais il y a aussi tout ce qui est la compréhension de où on est dans toute la mécanique des politiques. Chacun a sa part importante. Quand je dis la compréhension de où on est dans un cycle politique, on peut être dans un cycle où on est vers la fin d'un programme, donc vers l'évaluation ou vers une mise en œuvre qui a déjà été accomplie, ou on peut être dans un début où on est dans l'élaboration stratégique de comment est-ce qu'on veut mettre les choses en œuvre, peut-être un peu plus avancé dans le cycle où on est dans un moment où on essaie de budgéter, si on veut, et de mettre en œuvre ce qu'on a comme motivation stratégique. Donc, il y a c'est très important de connaître comment où on se situe dans le cycle des politiques pour pouvoir avoir un meilleur impact. C'est à toi, Reda, je pense, on est rendu aux questions ou bientôt. Ouais. Merci Catherine, merci Reda. Et je vois qu'on a déjà pas mal de questions et on Mhm. va y répondre. Et du coup, moi, j'encourage tout le monde qui a une question de les poser en utilisant la fonctionnalité Q&A. Et puis, s'il y a une question pour laquelle vous voulez savoir la réponse, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton Thumbs Up pour qu'on puisse savoir qu'il y a pas mal de gens qui veulent avoir cette réponse. Avant de passer à notre séance de questions-réponses, il y aura quelques questions de sondage que notre équipe va afficher sur l'écran. On a la première question qu'on a, c'est vraiment juste pour comprendre euh, qui assiste à cette séance. Donc, première question, dans quel domaine ou profession travaillez-vous actuellement? Deuxième question, si vous pouviez changer de poste au sein du gouvernement du Canada pour une journée, quel serait-il? Et qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre carrière? Ah, de bonnes questions. Donc, on va vous donner juste quelques autres secondes pour y répondre et on va voir les résultats. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà les résultats. Donc, dans quel domaine ou profession travaillez-vous actuellement? En fait, c'est bien partagé.
On a 28% des participants travaillent en politique, mais on a aussi ceux qui travaillent dans d'autres domaines, l'apprentissage et développement, communication, etc. C'est bien ça. Si vous pouviez changer de poste au sein du gouvernement du Canada pour une journée, quel serait-il? Conseiller en affaires mondiales, c'est la réponse la plus choisie. Intéressant. Qu'est-ce qui me motive le plus dans votre carrière? Les possibilités d'apprentissage et de croissance. Et pour ça, il y a 36 personnes qui ont choisi cette réponse. Il y a aussi faire la différence dans les communautés, avancer, avancer à des carrières et dans des postes de leadership. C'est bien. Et merci. Et puis, on va passer à la question de séance. La séance questions-réponses. On va commencer avec une question avec un thématique qui est toujours intéressant pour ceux qui travaillent en politique. Et c'est comment trouver l'équilibre et gérer les relations entre les groupes qui travaillent en politique et puis les groupes opérationnels au sein d'un ministère pour assurer qu'il y a de la cohésion, pour assurer que là, on est en train de mettre en œuvre genre de bonnes politiques ou genre on a bien rédigé de bonnes politiques. Donc ça, c'est toujours une question qu'on se pose souvent et qu'on en parle souvent. Catherine, vous voulez commencer la discussion? Mais il n'y a pas de problème et j'adore la question. Effectivement, le domaine des politiques, comme je l'ai mentionné, il y a un cycle, mais très souvent, on pense qu'il y a un ordre ou une séquence importante. Puis ce qu'on essaie de travailler, particulièrement dans les dernières années, et ce qui se passe depuis aussi post-pandémie, c'est que la mise en œuvre arrive très vite et de façon ambitieuse. Donc, il faut travailler de façon concurrente très souvent avec les groupes d'opération au moment même de continuer à comprendre l'écosystème qui est constamment changeant autour de soi dans le contexte de politique stratégique. Donc, ce que cela apporte, c'est qu'il y a un travail en amont dans le domaine stratégique où il y a un effort qui doit être mis sur place pour créer des boucles de rétroaction et des boucles importantes pour aller chercher ce qui se passe sur le terrain avec les groupes qui sont plus opérationnels ou sur le plancher dans les premières lignes pour aider à l'interprétation des données ou des informations émergentes du contexte. Mais il y a aussi un travail qui se fait dans le contexte où il y a des interventions qui sont déjà sur pied dans les programmes ou dans les services, où il y a des observations qui peuvent être très stratégiques et importantes au niveau des politiques stratégiques à informer pour pouvoir faire des meilleurs arrimages dans différentes autres sphères qui sont connexes au domaine dans lequel on fait une intervention. Donc, très souvent, la façon d'aider à faire le lien entre les deux, très souvent, moi, ce que j'offrais, c'est premièrement, de visualiser ou d'offrir un visuel, une cartographie. Ça peut être une cartographie ou ça peut être un tableau ou ça peut être imagé assez facilement, de pouvoir articuler les connexions ou les leviers des différentes parties prenantes ou des différents groupes pour pouvoir élucider ou pouvoir clarifier les boucles de rétroaction qui existent, qui sont déjà existantes. Parce que parfois, on ne les voit pas. Donc, en le mettant sur papier, en le visualisant, ce que ça permet à faire dans l'écosystème, ça te permet de poser des questions aux différents groupes pour pouvoir comprendre comment est-ce que le flot d'informations entre les différentes fonctions de politique s'influence et s'arrime pour des objectifs communs. Donc, je commencerai par dire ça pour lancer le bal. Je vais laisser la parole à Réla. Je suis convaincue qu'il y a aussi d'autres perspectives de son côté. Ouais. Absolument, merci. Merci beaucoup, Catherine. Je dirais très rapidement, à mon avis, les groupes des politiques et des opérations ont des rôles différents, mais je dirais complémentaires.
doivent collaborer étroitement pour que les décisions du gouvernement soient bien pensées et bien mises en œuvre. Et pour ça, je pense que c'est important de donner un peu de contexte par rapport à mon travail à moi. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le bureau du conseil privé, on peut le voir un peu comme le chef d'orchestre du gouvernement, où il va aider notamment le premier ministre et les ministres à bien diriger le gouvernement, en s'assurant, par exemple, que tous les ministères jouent un peu la même musique, comme on dit, et avancent ensemble vers les mêmes objectifs. En d'autres mots, dans le jargon gouvernemental, on dirait qu'il s'assure d'organiser les priorités, l'unité stratégique et aussi la coordination des ministères dans une même direction. Et notre ministère fait aussi partie des trois agences centrales, avec le ministère des Finances et le secrétariat du Conseil du Trésor. Et l'avantage de travailler dans une agence centrale, c'est que ça te permet d'avoir un peu une vue d'ensemble sur l'ensemble du gouvernement. Et je pense que Catherine serait d'accord avec moi. Donc, de toucher un peu à une grande diversité de dossiers, qui soient économiques, sociaux, environnementaux, voire même internationaux. Et ce qui est intéressant de ce travail, c'est que ça nous permet de voir comment les pièces du casse-tête gouvernemental se complètent et s'alignent en même temps. Et au secrétariat des affaires intergouvernementales, mon rôle, c'est un peu comme un facilitateur qui aide le gouvernement fédéral, les provinces, les territoires et les peuples autochtones à travailler ensemble, surtout sur les dossiers les plus importants et parfois un peu compliqués pour le pays. Par exemple, présentement, je suis le point de contact principal pour Infrastructure Canada et Transport Canada. Et je suis aussi responsable de la coordination des affaires du cabinet de mon secteur. Donc, une journée typique, et je pense que c'est ça que les gens aimeraient entendre. Qu'est-ce que les gens font au bureau du conseil privé? C'est un peu comme une porte fermée, on n'entend pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Bon, je suis ici pour vous donner un peu plus d'idées de ce qui se passe à l'intérieur. Pour moi, une journée typique dans mon rôle, bien qu'elle ne sera pas la même à tous les jours, pourrait inclure, par exemple, la préparation de notes pour les réunions de ministres. On fait aussi beaucoup d'analyses d'enjeux entre les différents paliers de gouvernement. On organise aussi de nombreuses réunions, par exemple l'organisation de réunions multilatérales de haut niveau, comme les réunions des premiers ministres et des provinces et territoires, ou en anglais on les appelle les First Ministers Meetings, où le premier ministre va rencontrer les premiers ministres des provinces et territoires pour discuter des grands dossiers du pays. Et ce qui rend mon travail unique, c'est notamment la visibilité et l'impact qu'on a. Même si notre travail se fait souvent dans les coulisses, on est vraiment au cœur des grandes décisions qui façonnent le pays, notamment lorsqu'on offre des conseils aux ministres pour les aider à faire de bons choix sur des sujets qui touchent directement à la vie des Canadiens, par exemple sur le logement, les transports, le climat, la réconciliation avec les peuples autochtones, juste pour en nommer quelques-uns des sujets. Et comme j'ai dit il y a quelques instants, travailler dans une agence centrale, c'est un peu comme être dans une salle de contrôle d'un avion. On voit vraiment l'ensemble du trajet, on comprend très bien la machinerie gouvernementale et on s'assure que le gouvernement reste sur la bonne trajectoire, même quand il y a des turbulences. Alors, c'est vraiment un endroit où on apprend beaucoup, où les dossiers changent très rapidement et je mets beaucoup l'accent sur très rapidement, surtout avec ce qui se passe entre le Canada et les États-Unis et où on peut voir un peu un impact sur les grandes décisions du pays. Alors, si vous aimez, pour ceux qui sont ici aujourd'hui, je pense qu'on est 67, pour ceux qui aiment les défis, qui aiment la politique canadienne ou internationale, c'est une vraiment très bonne place pour vous. Et ce que je retiens notamment de mon parcours jusqu'à présent, et ça fait seulement 7 ans que je suis au gouvernement et une année avec le bureau du conseil privé, c'est que la fonction publique offre une immense diversité d'expériences, qu'elles soient locales, régionales ou internationales, et que chacune d'entre elles enrichit notre perspective en tant que fonctionnaire. Alors, si vous débutez votre carrière, sachez que votre perspective compte, surtout dans le contexte actuel où les idées nouvelles, la diversité et l'innovation sont essentielles. Aussi, comme deuxième point, sachez qu'il n'y a pas de chemin tout tracé.
Ça, j'aurais bien aimé qu'on me le dise au début de ma carrière. En fait, ce sont souvent les détours, les expériences imprévues qui vous apprendront le plus. Alors, n'hésitez pas à être curieux et aussi n'hésitez pas à dire oui aux occasions qui se présentent. En anglais, on dirait just go with the flow. Et surtout, comme dernier point, juste pour terminer, trouvez ce qui vous donne envie de vous lever le matin, ce qui vous motive vraiment. Et pour moi, c'est de savoir que mon travail aide les Canadiens et que je fais et que je fais partie d'une équipe qui a à cœur de faire avancer les choses. Et c'est ça qui me donne de l'énergie à chaque jour. Et ça, c'est très important de se rappeler en même temps. Merci beaucoup Reda pour ces conseils. Merci Catherine de nous avoir donné une idée genre des relations entre les équipes politiques et puis les équipes opérationnelles. Et j'aime bien que vous avez dit qu'ils travaillent vraiment maintenant d'une façon concurrente. Moi, j'ai vraiment vu ça et j'ai vu aussi que que lorsque les équipes politiques collaborent, ou travaillent bien avec les équipes opérationnelles dès le début, on a toujours de meilleurs résultats que de rédiger les politiques et puis avoir passé à la mise en œuvre. Et maintenant, on a une autre question. Quel rôle, d'après vos expériences d'abord, quel rôle jouent les lobbyistes dans l'élaboration des politiques? Et vous avez vu que les lobbyistes ou même juste genre des organisations externes, comment on interagit avec eux? Est-ce qu'ils ont un rôle? Oui, Catherine. Je vais me Ouais. mouiller un petit peu à cette question-là. J'ai moins travaillé avec des lobbyistes, mais je vais partager ma perspective en ayant évolué dans la fonction publique. En fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que le domaine des politiques, il n'est pas le monopole juste de la fonction publique. Il y a plusieurs, dans l'écosystème, des avis et des considérations qui sont présentées aux ministres et aux différents preneurs de décision. C'est sûr qu'il y a des avis externes qui influencent aussi, que ce soit des think tanks, que ce soit des lobbyistes, que ce soit des parties prenantes qui sont vraiment impliqués directement par la prestation d'une intervention qu'on essaie de faire, il y a toujours, euh, il y a toujours des avis. Les avis viennent de plusieurs places. Mais ce qui est hyper important, puis ce qui est super excitant, en fait, de travailler dans la fonction publique, c'est que nous, parce que, en fait, le monopole ne vient pas juste de nous de donner des avis, mais par contre, on a une richesse de données, d'informations et de réseaux en travaillant dans la fonction publique qui donne un certain poids aux avis qu'on présente à l'intérieur de l'organisation. C'est un marché compétitif, si on veut, les avis. C'est pour ça qu'il y a un travail important d'analyste qui doit être fait. Mais tout ça, cet équilibre-là entre lobbyistes et les avis qu'on fait, c'est la qualité de l'information et l'efficacité ou la rapidité de comment est-ce qu'on donne l'information qui va souvent être un facteur qui pourrait influencer. Donc ça, c'est ma perspective sur cette question-là. Je ne sais pas, Reda, si tu as quelque chose à ajouter. Non, tu l'as très bien mentionné, Catherine. Comme tu l'as mentionné, les lobbyistes jouent un rôle très important dans l'élaboration des politiques. C'est des personnes ou des groupes qui essaient d'influencer le gouvernement d'une façon ou d'une autre pour faire avancer leurs propres intérêts. Ils peuvent venir du secteur privé, d'organisations non gouvernementales, de syndicats ou même d'associations professionnelles. Personnellement, je ne travaille pas avec les lobbyistes. Alors, je peux pas trop m'avancer sur cette question-là. Toutefois, je peux dire que je pourrais te dire un peu pourquoi est-ce que j'aime travailler dans mon domaine à moi, dans les affaires intergouvernementales, et peut-être ça peut te donner quelques pistes pour ton propre parcours. À mon avis, les affaires intergouvernementales, c'est un domaine passionnant, mais souvent mal connu, surtout au début d'une carrière. Et pourtant, c'est un domaine qui est au cœur du fonctionnement du pays. Alors, si tu t'intéresses, par exemple, aux politiques publiques, à la politique en général, à la coopération entre différents gouvernements,
ou même simplement à comment les grandes décisions sont prises et appliquées dans un pays aussi vaste que le Canada, alors les affaires intergouvernementales pourraient être une très belle avenue pour vous. C'est aussi un domaine où tu dois être curieux. Je pense que ma sous-ministre adjointe serait très d'accord avec moi sur ce point. Dans notre contexte, on essaie toujours de comprendre les réactions des différents paliers gouvernementaux. Par exemple, comment une annonce fédérale va être reçue par les provinces, les territoires, les peuples autochtones, voire même les municipalités. Alors, être curieux, mais aussi, c'est important d'avoir une pensée ou une analyse critique des enjeux. Et ça, c'est très important. Sur ce point, on a trois équipes dans notre direction. On a une équipe qui s'occupe de justement ça, les relations bilatérales. Alors, ce que j'ai mentionné il y a quelques instants, alors ce sont ceux qui vont suivre de très près l'actualité et faire un peu la surveillance de ce qui se passe dans chaque province, dans chaque territoire, voire même les villes, et offrir des conseils à nos ministres et notre premier ministre sur les meilleures façons d'interagir avec eux. La seconde équipe, c'est la mienne, qui gère les relations multilatérales. Alors, on travaille surtout à soutenir les ministères fédéraux dans leurs relations FPT et les enjeux comme le commerce intérieur. Alors, on travaille vraiment pas du tout avec les lobbyistes, du moins à mon niveau. Et enfin, la troisième équipe, c'est l'équipe qui n'existe plus malheureusement depuis quelques semaines suite à la fin des élections. C'est l'équipe de planification stratégique, soit l'équipe qui se penchait sur les grandes tendances à moyen et long terme et qui aidait le gouvernement à décider sur quoi il devrait se concentrer. En passant à l'ensemble du Canada, par exemple, avant les élections, l'équipe coordonnait des discussions internes au sein de notre ministère sur à quoi pourraient ressembler, par exemple, les livres rouges, bleus ou oranges. En anglais, on les appelle Red Book, Blue Book. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression. Autrement dit, il réfléchissait à l'avance à ce que pourraient être les priorités politiques sous un gouvernement libéral, conservateur ou néo-démocrate. Euh, donc, essentiellement, ce que je viens de vous expliquer, c'est un domaine où il faut savoir faire preuve aussi de curiosité, comme j'ai dit, mais aussi de diplomatie. Autrement dit, on ne cherche pas à imposer des décisions, mais plutôt à favoriser le dialogue, à trouver des terrains d'entente et à un peu désamorcer les tensions quand elles surgissent entre les différents partis. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, tu n'as pas besoin d'avoir un parcours en sciences politiques ou en relations internationales pour travailler dans ce domaine. Et ça, je pense que c'est un très grand mythe. En fait, ce que je vois dans notre équipe à nous, c'est justement l'opposé. On a une très grande diversité de parcours. J'ai des collègues qui viennent du droit, des collègues qui viennent de l'environnement, de l'économie, de la communication. Moi, personnellement, j'ai étudié la science politique et l'histoire à l'Université d'Ottawa parce qu'en fait, les enjeux intergouvernementaux touchent à tous les secteurs, que ce soit la santé, les transports, l'éducation, le climat, etc. Donc, grosso modo, mon conseil, ça serait pour ceux qui sont ici aujourd'hui, si tu es motivé par le travail d'équipe, le dialogue, et si tu veux que ton travail ait un impact concret, je t'encourage fortement à explorer cette voie et de travailler dans une agence centrale. Et surtout, je mets beaucoup l'accent sur ce point, de ne pas attendre, et je pense que Catherine serait d'accord avec moi sur ce point, de ne pas attendre d'avoir toutes les compétences. Ce qui compte ici, c'est ton intérêt, ta capacité à apprendre et surtout ton ouverture d'esprit. Je pense, euh, comme j'ai dit, on n'a pas besoin de tout savoir dès le départ. On apprend notamment en avançant avec l'expérience et surtout avec le travail d'équipe. Ouais, c'est bien ça, Reda. On apprend toujours et on a en fait reçu une question disant que que quelqu'un a des collègues qui sont en mesure de se souvenir de toutes les lois et de tous les règlements. Et puis, cette personne qui est en début de carrière
a du mal, genre, à citer, à trouver les règlements, etc., je pense que ça vient avec la pratique. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On apprend toujours et dès qu'on passe d'une équipe à une autre, d'un ministère à un autre, d'un portefeuille à un autre, on est toujours en train d'apprendre sur les lois habilitantes, les règlements, etc. Donc, c'est quelque chose sur lequel on s'habitue en fait. Ce genre d'apprentissage et il y a aussi la curiosité qu'il faut avoir. Maintenant qu'on a parlé un peu de l'écosystème dans lequel ces professionnels en politique travaillent, on va passer plus à parler sur le perfectionnement professionnel. Et on a pas mal de questions sur le fait que il y a des fonctionnaires qui s'intéressent genre à travailler en politique. Ils ont du mal genre à passer d'un poste en je sais pas quoi à un poste EC. Donc, Mhm. est-ce que vous avez des conseils pour pour ces fonctionnaires? Oui, ben, je vais sauter aussi là-dessus. Euh, Avec l'initiative du greffier de la communauté des politiques, une priorité qui a été importante dans les premières années où ça a été mis sur pied par la greffière Jeanne Charret à l'époque, c'était vraiment cette mobilité-là, dans le fond, des différents groupes occupationnels, parce que, comme je l'ai mentionné plus tôt dans mon introduction, le travail de pair avec les opérations et puis la stratégie politique est hyper importante. Donc, mais par contre, la mobilité n'est pas toujours évidente et on est très conscient de certaines barrières. Comme je l'ai mentionné au départ aussi, il y a comment je pourrais dire ça, des requirements, il y a des demandes, des exigences au poste, avoir évolué dans un domaine économique, social, administratif. Et c'est très important pour être capable de naviguer dans l'écosystème. Pour les gens, puis là, c'est ça qui arrive aussi, c'est souvent, on commence sa carrière avec un groupe occupationnel et c'est de cette manière-là qu'on commence sa carrière. Puis des fois, on se rend compte que, avoir su, qu'est-ce qui pourrait m'arriver. Donc, ce que j'aimerais proposer, c'est comme je l'ai mentionné, il y a des capacités qui sont transversales, qui sont extrêmement importantes, qui sont bénéfiques à mettre de l'avant quand vous essayez de transférer d'un domaine comme le domaine qu'on a ici dans le chat, que ce soit PC ou que ce soit IT. En premier, il y a les exigences de poste. C'est ça, comme gestionnaire ou comme exécutive, et on ne peut pas nécessairement travailler autour de ces exigences-là. Elles sont là parce que c'est le groupe occupationnel et c'est les exigences de ce poste-là. Par contre, on peut avoir travaillé dans un domaine connexe, comme la sociologie. Il y a des gens qui peuvent avoir été travaillés dans le travail communautaire ou qui peuvent avoir travaillé dans des domaines connexes. Et je ne veux pas qu'on s'arrête à simplement penser que je n'ai pas une maîtrise en administration publique ou je n'ai pas une maîtrise en économie ou je n'ai pas une maîtrise en sociologie ou un bac dans ces domaines-là. Mais tous les domaines comment je des disciplines connexes. Et il faut être capable d'articuler que ces disciplines-là connexes apportent les perspectives importantes pour le poste dans lequel on travaille. Il faut faire les devoirs dans l'intérêt qu'on a. Si c'est une organisation qui est plus axée point de vue économique, il faut être capable de travailler sa présentation de ce qu'on apporte à l'organisation en ayant fait ses devoirs et à pouvoir démontrer l'expérience du passé et les intérêts qu'on a à vouloir évoluer dans un contexte où il y a une valorisation sur les enjeux économiques. Si on a une vocation d'un ministère qui est peut-être plus social ou qui était peut-être plus avec les populations vulnérables ou qui travaille peut-être avec les différents types de populations, on peut aussi articuler ses expériences passées, ses expériences et ses études en fonction de la mission et le mandat de cette organisation-là. Reda a parlé beaucoup du central. Moi, j'ai travaillé et évolué par choix beaucoup dans les lignes, dans les ministères, parce que j'aime travailler, moi, de la façon où j'aime travailler, j'aime beaucoup travailler dans les lignes de différents ministères, puis travailler de façon transversale ensuite. Donc, quand on est dans un groupe occupationnel et qu'on est dans l'intérieur d'un ministère, on est capable de pouvoir orienter ce qu'on apporte à ce ministère-là en bien comprenant le mandat, en bien comprenant la culture de cette organisation-là, c'est-à-dire de faire ses devoirs et de parler aux gens qui travaillent déjà dans cette organisation-là.
Je te dirais que plus on évolue à des hauts postes, par contre, dans les groupes occupationnels, plus cette mobilité-là devient plus difficile parce que on s'attend à ce qu'il y ait des expériences qui ont été acquises à différents niveaux. Donc, il faut être capable de comprendre que parfois, de faire un mouvement transversal entre deux groupes occupationnels, que ça se peut Mhm. qu'il y ait un moment où ça cause potentiellement une perte économique parce que les niveaux ne sont pas nécessairement au même palier équivalent. Ça pourrait être qu'un niveau, par exemple, je ne sais pas par cœur, là, mais il peut y avoir, mettons, un P4 égale, égale un EC3, mais pas nécessairement un EC4. Donc, dépendamment des échelles salariales, il faut s'attendre à ce qu'il peut y avoir un peu de, de changement, si on veut. Et ça, fait, c'est juste parce que les groupes occupationnels n'ont pas toutes les mêmes conventions collectives et ne sont pas tous sur les mêmes échelles salariales. Donc, ça, c'est aussi une complexité que les exécutifs et les gestionnaires doivent gérer et doivent être capables de pouvoir donner des justifications si, par exemple, on fait un transfert et ça donne une promotion, mais est-ce que c'est équitable pour tous les autres qui sont déjà dans un groupe EC pour une autre personne de pouvoir avoir accès à ce poste-là? Donc, il y a une question d'équitabilité, il y a une question de justification interne, il y a une question de faire ses devoirs à l'intérieur qui est vraiment important pour pouvoir faire ces transferts-là, mais c'est très possible. Je l'ai vu. Il y a plein de gens qui le font, particulièrement dans les premières, je dirais, les trois, quatre premiers rôles ou positions que vous avez à l'intérieur du gouvernement, car c'est normal d'essayer plein de choses. C'est normal de se mouiller les orteils puis d'essayer différents domaines, comme quand on rentre à l'école postsecondaire, qu'on essaye plein de choses parce qu'on découvre ses intérêts. C'est un peu la même chose qu'on s'attend quand les jeunes professionnels rentrent, les premières 5, 6 premières années, souvent, peut-être même jusqu'à 7 ans, c'est les premières années où on découvre plein de choses. Mais si plus on évolue, par contre, je vous le dirais, plus on évolue, plus ça devient difficile. C'est pas impossible, mais ça devient plus difficile. Merci Catherine. Et c'est bien que vous avez mentionné les déplacements latéraux. C'est ça, parce que ça, c'est vraiment la façon pour passer genre d'une classification à une autre assez facilement. Reda, vous avez d'autres idées? Je pense que je suis très content que Catherine soit sur ce panel aujourd'hui parce qu'on va se complémenter, mais aussi je pense qu'on a quelques parcours différents. Je trouve que c'est une excellente question et je dirais que la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir un poste, par exemple, dans les affaires intergouvernementales pour commencer à développer des compétences utiles dans ce domaine ou pour monter les échelons. La première chose que je recommande, ce serait d'être attentif aux dimensions intergouvernementales dans ton travail actuel, surtout si tu aimerais travailler dans ce domaine-là. Alors, peu importe ton ministère, demande-toi toujours les questions suivantes. Est-ce que ce qu'on fait ici dans notre travail actuel a un impact sur une province, sur un territoire, sur une municipalité, une communauté autochtone? Et même si ton mandat ne parle pas explicitement de ces enjeux, tu vas te rendre compte que plusieurs enjeux, qui soient liés aux programmes sociaux, à l'environnement, à l'économie, la santé, impliquent souvent des interactions entre différents ordres de gouvernement. Et je crois que c'est en ayant ce type de réflexe analytique et ce genre de réflexion que tu pourras par la suite tranquillement développer une lecture intergouvernementale des dossiers, ce qui est, à mon avis, une compétence essentielle, non seulement dans ce domaine, mais à travers la fonction publique. Et aussi en parallèle, si je peux faire une deuxième recommandation, ça serait de faire des entrevues informelles. Alors, n'hésitez surtout pas à contacter des gens qui travaillent non seulement dans une agence centrale, mais aussi dans un bureau régional ou dans un ministère avec des enjeux FPT. Par exemple, moi, vous pouvez me joindre très facilement par courriel si vous allez sur Gads ou même sur LinkedIn. Je suis toujours heureux de discuter et d'échanger. L'idée ici, c'est simplement de faire ce premier pas et de poser des questions, s'intéresser au parcours des gens et à leur travail au quotidien. Et c'est pas une surprise. La grande majorité des gens sont très ouverts à ce type d'échange. Et honnêtement, je parle par expérience. C'est exactement comme ça que j'ai commencé ma carrière dans la fonction publique. En 2021, j'étais sous contrat à Affaires mondiales Canada avec aucune stabilité et j'ai aucun problème à le dire publiquement.
aucune stabilité, sous contrat. Et un jour, je me suis levé, je me suis dit, c'était fini, que j'allais dorénavant prendre ma carrière en main. J'ai donc envoyé ce matin même un courriel à un sous-ministre adjoint au ministère des Affaires autochtones pour lui demander s'il y avait une ouverture dans son secteur. 2 semaines plus tard, il avait envoyé mon CV à ses DG. Ensuite, j'ai été par surprise convoqué en entrevue avec un directeur, embauché quelques jours plus tard comme employé permanent, notamment grâce à mes expériences coop à l'université. Et 2 mois plus tard, entre le mois d'août et le mois d'octobre 2021, j'étais déjà promu d'un EC2 à un EC3 sans compétition. Une de mes collègues était partie dans un autre ministère. J'étais là au bon endroit, au bon moment. Et une année plus tard, grâce à un concours, et ça, je recommande à tout le monde qui veulent monter l'échelon de participer à des concours sur jobs.gc.ca. Grâce à ce concours, j'ai pu passer d'un EC3 à un EC5 et aujourd'hui, je travaille comme analyste principal EC6 et ce, dans l'espace de 4 ans. Et tout a commencé avec un simple courriel. Mhm. Personnellement, mon propre parcours à moi me fait réfléchir. Alors, je pense que la morale ici, c'est n'ayez pas peur d'être audacieux, d'essayer de nouvelles choses, de prendre des risques calculés et aussi d'innover. Comme ma mère le disait toujours, tout chemin mène à Rome, mais il faut faire ses preuves et il faut définitivement travailler très fort. Aussi, un autre moyen d'apprendre dans ce domaine, c'est de se porter volontaire pour des projets horizontaux. Par exemple, s'il y a un groupe de travail qui réunit plusieurs ministères ou partenaires régionaux, offre ton aide, même si c'est juste pour prendre des notes ou d'organiser une réunion, je te promets que ça pourra t'ouvrir des portes plus tard. Les gens vont se rappeler de ton nom. Et aussi, n'oublie surtout pas que les compétences clés du domaine, comme l'analyse stratégique, la communication, l'écoute active, la gestion des relations, peuvent se développer partout, pas seulement dans une agence centrale ou dans les line departments, comme on dit en anglais. Ce qui compte ici, c'est ta motivation, ta curiosité et aussi ta capacité à créer des liens entre les autres. Et si tu montres cet intérêt, que tu prends des initiatives, les bonnes occasions finiront par arriver. Merci Reda, merci Catherine. Bah, de très bons conseils partagés. Je vais les résumer juste très vite. Donc, on a mentionné les déplacements latéraux. On a mentionné de se concentrer sur les compétences transférables. Le réseautage, bien sûr. On peut pas rester dans un bulle et puis, et puis vouloir, et puis vouloir grandir. Ça marche pas. Et puis aussi, travailler sur des projets horizontaux. Oui, Catherine. Je voulais juste dire aussi, si je m'excuse de te couper un petit peu, mais je voulais Non, juste mentionner que c'est le parcours de Reda est extraordinaire. Félicitations, Reda. Je trouve ça vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours parce que ce que j'aimerais qu'on retire, c'est que il y a pas, comment je pourrais dire ça, il n'y a pas un chemin tracé. Il y a pas, je veux dire, c'est vraiment, moi, j'ai vécu quelque chose de très similaire aussi. J'étais supposée d'être merged in, comme on dit, d'être de bridge in. Puis 2 jours avant mon poste a été coupé. Je me suis, il y a plein de choses comme ça qui arrivent dans la fonction publique et j'ai fini par avoir plus d'offres que où j'étais avec mon poste coupé. Donc, parce que euh, ça m'a ouvert d'autres portes. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Puis j'ai fait moi-même mon propre parcours et j'ai créé moi-même tous mes postes. Il n'y a pas un poste qui existait que j'ai démontré que ce poste-là devait être créé dans l'organisation pour que ce poste-là existe. Donc, on est 2 personnes ici qui vous montrent que c'est possible de le faire et puis qu'il arrive toujours des imprévus, que c'est pas calculé, mais il y en a des gens que c'est calculé parce que c'est comme ça que leurs personnalités vont fonctionner. Mais je voulais aussi mentionner que moi, j'ai fait un parcours dans plusieurs ministères. J'ai travaillé dans 4 ministères différents. Puis, dans mon parcours, je trouve que d'avoir l'opportunité de travailler dans différents ministères, pour moi, m'a apporté une perspective horizontale
extrêmement utile pour le travail exécutif que je fais maintenant parce que j'ai vu et expérimenté ce que c'est de travailler dans différents ministères qui ont différentes approches, différentes façons de faire. Et puis, ça m'amène à travailler maintenant sur une initiative transversale au niveau de toute la fonction publique parce que je comprends ce qui se passe sur le terrain dans différents ministères. Donc, ayez pas peur aussi de changer de ministère. Et je sais que c'est difficile présentement parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Je le vois dans le chat. Avant de faire tout changement, faites vos devoirs. S'il y a quelque chose que j'espère qui est retiré pour moi, de faire le recap, comme tu dis, Reda, comme que tu dis, Khadija, c'est vraiment de faire ses devoirs avant de sauter à une opportunité. Parce que des fois, quand on ne fait pas ses devoirs, on peut être pris par surprise. Donc, oui, il faut être curieux, mais il faut aussi bien se préparer. C'est les deux choses qui vont en tandem, main gauche, main droite. Et quand je dis de faire ses devoirs, c'est de regarder le PSIS, le sondage, le sondage aux employés, regarder les priorités ministérielles, regarder le gouvernement où il s'en va, où il se dirige, c'est quoi les grandes idées, les grandes orientations, de parler aux gens à l'intérieur de ce ministère-là parce que vous avez peut-être une interprétation de ce qui se fait. Puis en leur parlant, vous réalisez, waouh, il y a tout ça qui se fait ou ouf, c'est pas tout à fait ce que je veux faire. Donc, fais ces devoirs-là avant d'entamer des changements pour t'ouvrir des horizons puis d'imaginer différentes possibilités pour ton développement. Oui, merci beaucoup. Et on est venu, genre à la fin de cette séance, je pense qu'on a eu une très bonne discussion sur les parcours, genre en politique publique, c'est quoi travailler en politique, le perfectionnement professionnel, l'écosystème dans lequel on travaille. Donc, du coup, une très bonne discussion. Merci à vous, Catherine. Merci à vous, Reda. Il y aura l'enregistrement de cette séance sera sur la chaîne YouTube. Le RJFF organise des journées d'apprentissage, le forum le forum des futurs leaders à travers le pays. Il y aura aussi d'autres sessions de cette série carrière sur les projecteurs. Nous espérons que vous allez vous joindre à nous aux prochaines séances, soit en personne ou virtuellement. Et maintenant, il y aura juste un petit sondage qui va vous demander une courte question. Est-ce que cette séance a-t-elle été un usage judicieux de votre temps? On espère que c'est oui. Ça passe vraiment vite. Il y a tellement de choses qui sont Oui, dans le chat qu'on pourrait parler encore pour au moins une heure et demie facile. Mais vous oui. avez eu beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Et Merci, je vois, Reda. J'ai aimé ça travailler avec toi. merci Ouais. également à Catherine et j'ai vu qu'on a posté dans le chat nos comptes LinkedIn. Alors n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Moi, ça me fera le plus grand plaisir de vous rencontrer, de jaser avec vous. De même. De même. Merci à vous tous et passez une bonne journée et à la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir.